Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, je suis accompagné par coach Tarek, qui est notamment le coach de Patrick Abirora, que vous connaissez très bien, qui a décroché la médaille d'argent au dernier championnat d'Europe amateur de MMA. Coach Tarek, que vous avez également certainement vu dans l'une de mes précédentes vidéos, où on a en fait analysé le combat entre Islam Makhachev et Charles Oliveira, et soit dit en passant, félicitations à Tarek qui avait donné le bon pronostic, à savoir une victoire sur soumission d'Islam Makhachev, et en plus de cela, il avait donné la bonne soumission exacte. Tarek, comment tu vas? Ça se passe? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, alors merci d'être là tout simplement. J'ai énormément de questions à te poser concernant l'UFC 280, puisque on va revenir globalement sur ce qui a fait parler les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, après cette UFC 280 qui a été considérée unanimement comme l'événement de l'année, avec bien sûr, je l'ai dit, en combat principal, Charles Oliveira, Islam Makhachev, qui a débouché sur une victoire du Dagestanais. On va aussi revenir sur la décision qui a fait polémique d'attribuer la victoire à Sean O'Malley par décision partagée face à Peter Yan. On va analyser ça de manière globale grâce aux connaissances de coach Tarek ici présent. Alors, première question Tarek, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de la victoire d'Islam Makhachev et par la même occasion de sa performance que j'ai trouvée moi plutôt surprenante. Je dirais que je n'étais pas surpris. Par contre, ce qui m'a étonné, quand on observe son attitude pendant toute la semaine, on peut s'attendre justement à ce genre de performance dans la cage de la part de Charles. Je m'explique. Il paraissait extrêmement nerveux toute la semaine. Et là, pendant le combat, il était, je l'ai trouvé en retard dans toutes ses réactions. Dans toutes ses réactions, il avait un petit temps de retard. Et c'est quand ça t'arrive, c'est que généralement, tu subis la pression. Tu subis tellement la pression que tu n'es pas dans le moment. Tu n'es pas calme, t'as pas le focus complet. Tu es submergé entre les émotions et la volonté de bien faire, sûrement. Parce que ça, j'en doute pas, évidemment. Et la grosse pression qu'il avait euh, en territoire hostile, même si c'était Abu Dhabi, on sait déjà pour qui était le public. Voilà, il a fait une contre-performance sans retirer le mérite à Islam de sa victoire. Même si je pense que dans tous les cas, même si ce combat se répète 10 fois, je verrai Islam gagner 9 fois sur 10. Tout ce qu'a essayé Islam est passé, quasi. Donc on va dire 90% de ce qu'il a fait est passé avec une facilité. Euh, le problème de Charles, je dirais, c'est sa défense, à l'opposé d'Islam, qui justement c'est sa force. Après, évidemment, on sait très bien qu'on n'est pas récompensé pour sa défense à l'UFC. Même les critères de jugement, on y reviendra plus tard pour Sean O'Malley. Les critères de jugement d'un round ne se font pas par rapport à la défense, mais par rapport aux attaques. Mais ça peut jouer justement sur le reste. Ça peut jouer sur les attaques, le fait d'avoir une bonne défense. Et ça peut jouer sur la confiance dans la longueur du combat. Et là, malheureusement, ben, je sais pas. Je vais, je sais pas comment. Je suis pas trop ses entraînements à Charles Oliveira. Je sais juste l'école d'où il vient, la shoot et box. Si c'est encore le même style qu'à l'époque, mais évidemment, ils misent tout sur le slogan qu'on connaît, que la meilleure défense, c'est l'attaque. Sur les temps passants, c'est des conneries. La meilleure défense, c'est la défense. Il dégaine, il envoie tout ce qu'il a envoyé, il envoie tout ce qu'il peut envoyer. Souvent, ça a marché, mais on l'a vu justement dans ses derniers combats qu'il prenait. Quand l'autre envoyait des coups, la plupart du temps, ça passait. Et c'est pour ça qu'il a subi plusieurs knockdowns, même dans les derniers combats. C'est ce qui a fait la beauté des combats, le fait qu'ils reviennent à chaque fois. Mais là, c'est pas passé. Et j'espère vraiment qu'il va en tirer des leçons parce que c'est un combattant agréable à regarder. Et là, justement, c'était pas agréable de le voir dans ses postures. On se sent même un peu mal pour lui, étant donné que c'est une belle personne et ça se voit. Honnêtement, je vais être totalement sincère avec toi, Tarek. Sur ces trois précédents combats, je donnais Charles Oliveira à chaque fois perdant, parce qu'on sait que Oliveira se prend énormément de knockdown. Donc ces trois précédents combats contre Gaethje, Chandler et Poirier, c'était pas dans le bon ordre, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Cette fois-ci, j'avais envie de donner Oliveira gagnant. Pourquoi? Parce qu'il m'a conquis, justement parce que c'est un combattant super divertissant. C'est un combattant vulnérable, mais il arrive toujours à renverser la vapeur. On sait qu'il a perdu énormément de fois avant son run
de 10 victoires d'affilée, 11 victoires d'affilée, dont 10 sur finish. Et c'est ce côté divertissant, ce côté remontada chez Charles Oliveira qui m'a fait devenir fan de lui. C'est un combattant spectaculaire. Et du coup, je l'avais dit même quand on s'était croisé au Naja dans ta salle, que mon pronostic de voir Oliveira gagnant, c'était plus basé sur l'émotif que sur la logique, parce que bien évidemment, stylistiquement parlant, Islam était avantagé. Ce que je voulais dire aussi, Tarek, c'est que je te disais que ce combat m'a surpris, la performance d'Islam m'a surpris. Pourquoi? Parce que je m'attendais à un combat beaucoup plus équilibré que ça, et je m'attendais surtout je m'attendais à ce qu'Islam tente le takedown le plus vite possible et emmène ce combat au sol. Ça ne s'est pas passé comme ça. D'ailleurs, c'est Oliveira qui a tenté le takedown en premier. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu as utilisé un terme qui était très précis et tu as tout défini par la suite quand tu as dit qu'il était vulnérable. C'est un combattant vulnérable et qui revient. Ben, cette vulnérabilité, elle est due justement à son manque de défense, d'automatisme de défense. Cette vulnérabilité, au final, il l'a utilisée à son avantage avec des remontadas, comme tu as dit. Et c'est ce et c'est cette raison-là que tu as énoncée, c'est, je pense, la raison qui met tous les fans d'Oliveira d'accord. Et on est tous fans de ce genre de combattant. Qui, c'est le roi du comeback. Enfin, ces derniers temps, en tout cas, c'était le roi du comeback, et pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Et comme tu as dit, c'est là-dessus où les gens avaient quand même l'espoir. Mais c'est les styles qui font les combats. Et là, dans le style qu'il avait en face, c'était juste trop. Un masterclass de la part d'Islam. Je m'attendais encore une fois à ce que Islam prenne le dessus sur Oliveira au sol, étant donné le lutteur, le pratiquant de sambo exceptionnel qu'il est. Par contre, j'ai été aussi surpris de voir Islam prendre le dessus debout face à Oliveira, qui est quand même un pratiquant de Muay Thai incroyable, qui vient de battre trois des meilleurs strikers de la catégorie des poids légers, à savoir Chandler, Poirier et Gaethje. Comme tu me l'avais dit, effectivement, c'est quelqu'un qui a, bon, il a un bon striking, mais je veux dire, ses réactions aussi, ses contres étaient vraiment redoutables. Il a pris le dessus sur Oliveira dans tous les compartiments du game, aussi bien au sol, pas surprenant, que debout, surprenant en tout cas pour ma part. Ça aurait pu être prévisible parce que c'est pas un combat de pied-point, c'est un combat de MMA. C'est-à-dire que dans les autres combats, même si il a réussi à s'imposer grâce à son pied-point, surtout contre Justin, il a quand même subi des coups qui ont fait en sorte qu'il se retrouve sur le dos, volontaire ou pas volontaire de sa part, il se retrouve sur le dos et les mecs ne suivaient pas. Et là, comme je viens de te dire, c'est un combat de MMA. Islam, tu peux être sûr qu'il allait saisir l'opportunité. Mhm. Et, euh, et donc voilà, c'est c'était- c'est que ça. C'est un combat de MMA. Et là, tu peux. Et encore une fois, la préparation qu'il y a eu en amont du côté du Dagestanais, ça montre tout le professionnalisme, justement. Lui, il arrive calme, il a un game plan en tête, il a pratiqué, tu le voyais même avec Raviel dans les palettes, c'était exactement les mêmes combos. C'était une boxe très très simple, que peut-être beaucoup de gens ne réalisent pas, mais c'est la simplicité qui fait gagner les combats. La plupart des KO que vous allez voir ou des knockdowns, ça va être un direct, ça va être un crochet, ça va être rien d'autre. C'est rare que vous allez voir un coup de pied retourné, un genou sauté, un coude qui va du bas vers le haut. C'est beaucoup plus rare. Un KO, ça va être un direct, un overhand, un crochet gauche, un uppercut, éventuellement. C'est vrai que c'était un combat de MMA, bien évidemment. On en a parlé aussi dans notre précédente vidéo. Les deux sont des combattants de MMA à part entière. Je suis curieux de voir la vente de pay-per-view de cet UFC 280. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est vrai que j'ai rarement vu un combat diviser autant les fans. D'un côté les teams Oliveira, de l'autre les teams Makachev. Et il y avait une vraie rivalité entre, j'ai remarqué en tout cas, les pratiquants de Jiu-Jitsu qui étaient derrière Oliveira et les pratiquants de lutte, ou plutôt les pro-sambo qui étaient du côté d'Islam Makachev. Davai, comme a dit Movsar. Et c'est vrai que même Khabib lui-même a hypé ce combat, a fait la promotion de ce combat en disant que Islam allait montrer la suprématie du sambo sur le jiu-jitsu. On sait que Khabib lui-même portait des t-shirts où c'était mis que si le sambo était facile, ça s'appellerait le jiu-jitsu. Dis-nous, qu'est-ce qui fonctionne autant dans le sambo? Qu'est-ce qui fait du sambo peut-être l'art martial ultime qui arrive à prendre le dessus sur toutes les autres disciplines qui composent le MMA? Bon, tu te doutes bien que cette petite guéguerre de Sambo, PJ, c'est une hype qui a été lancée, que évidemment les fans ont suivi parce que ça marche. Ça a marché. Ils ont mordu l'hameçon et c'est ce qui a vendu. Et tant mieux pour eux, parce qu'au moins, voilà,
ils finissent avec les poches pleines. Euh, ouais, j'ai hâte aussi de voir les chiffres du pay-per-view. Mais pour revenir à ta question par rapport au sambo, je dirais pas que c'est le sambo tout seul. Je pense que ça a été leur faculté à cette équipe-là à aller chercher ce qui manquait dans leur style. Je pense, contrairement peut-être à certains pratiquants de Jiu-Jitsu qui, eux, vont justement penser que le Jiu-Jitsu seul peut tout battre encore, mais cette époque, elle est finie. Euh, je vais reprendre la parole d'un célèbre entraîneur qui dit que euh, la seule chose qui bat le Jiu-Jitsu, c'est le Jiu-Jitsu mélangé à quelque chose d'autre. Donc à l'époque, le Jiu-Jitsu, c'était vraiment la grosse partie dominante du jeu. Là maintenant, c'est un composant. C'est un composant parmi d'autres choses. Et donc voilà. Je dirais que c'est leur faculté à s'être adapté au manquement de leur style en allant chercher donc le pied-point qu'il fallait chaque individu, parce qu'encore une fois, tout le monde est différent. On voit bien que Islam et Khabib sont de la même équipe, mais tu les vois combattre, tu pourrais penser qu'ils ne le sont pas. Mhm. Parce qu'ils sont tellement, même si l'objectif un peu en gros reste le même, mais la façon de combattre n'est pas du tout la même. Et ça, je pense, c'est ce qui fait la différence dans un combattant, c'est quand il sait évaluer euh, et définir son jeu par rapport à son physique et à sa personnalité. Et c'est aussi le rôle d'un entraîneur de diriger le combattant vers ce chemin-là. Concentrons-nous sur Islam Makhachev. Victoire sur soumission, deuxième round face à Charles Oliveira. New, c'est le nouveau champion des poids légers à l'UFC. C'est très beau aussi symboliquement parce qu'il reprend en quelque sorte le flambeau de son ami Khabib. Abdul Manap, le papa de Khabib qui était aussi le coach d'Islam, a toujours cru au potentiel d'Islam Makhachev. Est-ce que selon toi, il risque d'instaurer une véritable dictature au sein de la catégorie la plus relevée de l'UFC, c'est-à-dire celle des poids légers? Ouais, avec l'UFC qu'on a eu, on a pu voir donc qu'il y a un combat qui est très intéressant à faire là maintenant. Lui contre Dariush, évidemment. Donc pour moi, ça devrait être la suite logique, vu qu'ils devaient déjà s'affronter en plus. Au niveau des styles, c'est très, très, très intéressant. Ça m'étonnerait qu'Islam reste longtemps. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas ce qu'il a prévu après sa carrière. Je pense juste qu'il va faire en sorte d'essayer de se détacher, pas complètement, mais au moins de créer sa propre légende, on va dire, par rapport à se détacher un peu de Khabib par rapport à ça, que par rapport à ça, parce qu'évidemment, pour le reste, je pense qu'ils sont, euh, au contraire, ça le sert beaucoup. Mais pour son propre héritage sportif et même pour la suite de sa carrière, euh, il doit créer cette chose qui fera en sorte qu'il se détache un peu du fait déjà qu'on attribue tout par rapport à Khabib. Déjà, rien que le fait qu'il ait eu ce combat, moi, je trouve pas. Déjà, la preuve, c'est le résultat. Est-ce qu'il méritait ou pas finalement de combat pour le titre? Apparemment, oui. Deuxièmement, quand on regarde les trois autres personnes qui sont autour de lui dans la catégorie et qu'on regarde par exemple l'un de ses derniers combats, est-ce que tu penses, et ça c'est une question pour toi, est-ce que tu penses que Poirier, Gaethje et Chandler sont des plus gros challenges que Tsakurian pour Islam? Clairement pas. C'est des match-up super faciles. Hein. Gaethje, Chandler, Poirier, c'est des strikers. Islam, étant donné son style, je pense qu'il ne va faire qu'une bouchée de type de combattants Enfin ouais, des combattants de ce style-là. Pour moi, c'est du pain béni pour Islam. Contre Tsarukyan, on les a déjà vus combattre tous les deux. Il y avait quand même des séquences où Tsarukyan avait du répondant au niveau de sa lutte. Du coup, pour moi, la question, elle est vite répondue. On peut dire qu'il avait sa place alors le combat pour le titre. C'était clair et net qu'Islam méritait le title shot. Après, c'est vrai qu'il n'a pas affronté énormément de combattants du top 10, mais en même temps, il l'évitait tous. Même si les autres ne l'avaient pas évité et que c'était juste un coup, on va dire, en interne au niveau du management et de la pression et du poids de Khabib derrière et du poids d'Ali Abdelaziz, ça ne m'aurait pas posé problème parce qu'au final, il y avait qui d'autre? Le ranking, au final, c'est des conneries. C'est juste du business, le ranking. Mais au final, on voit très bien que le numéro 9 peut battre le numéro 1, qui lui peut battre le numéro 3 ou se faire battre par le numéro 5. Ils sont tous excellents.
Le top 10, ils sont tous bons. Ils pourraient tous avoir une ceinture autour de la taille. Le ranking, c'est de la connerie. Justement, le numéro 12 peut battre le challenger numéro 1, Sean O'Malley-Pitorian. Juste avant de parler de Sean O'Malley-Pitorian, j'avais juste une dernière chose à rajouter sur Islam Makhachev. Tu parlais de Dariush. C'est vrai que Dariush, sportivement parlant, il mérite totalement le title shot. Il a battu Mateusz Gamrot. Huitième victoire consécutive. Il n'y a rien à dire. Sur le plan sportif, Islam Makhachev, Dariush, ça a du sens, même d'un point de vue stylistique. Je pense que rares sont les poids légers qui, comme Binil Dariush, peuvent peut-être apporter un petit peu de compétition à Islam. Par contre, moi, j'ai vraiment envie de voir un Islam Makhachev-Volkanovski. C'est un combat que les deux combattants veulent voir. C'est un combat que Dana White, l'UFC, veut voir se faire. Et puis, au niveau de la hype, au niveau du prestige, je trouve qu'un Islam Makhachev-Volkanovski a plus de sens qu'un Islam Makhachev-Binil Dariush. Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau du business, ouais. Euh, pour, encore une fois, le portefeuille d'Islam, ouais. Surtout que ça se fera en Australie, on sait très bien les arénas qui prennent là-bas. Au niveau de la hype, Volkanovski, euh, ça va parler avant le fight. Volkanovski a un mental solide. Il a un mental vraiment solide. Et je le vois donner, même s'il y a cette différence de gabarit, je le vois donner plus de mal à Islam qu'Oliveira. Mais néanmoins, je vois quand même Islam l'emporter. Chose promise, chose due, on va revenir sur ce qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, la polémique de la victoire sur décision partagée de Sean O'Malley-Pitorian. Tarek, pour toi, est-ce que cette victoire sur décision partagée de Sean O'Malley, elle est totalement méritée, ou alors les juges ont pété un câble? Ce qu'il faudrait, et qui me surprend que beaucoup de gens ne font pas, et ce qui me surprend encore plus, c'est qu'il y a énormément de clubs, de, de, de clubs de MMA, d'entraîneurs et de combattants surtout, qui ne prennent pas le temps d'aller se renseigner sur les critères qui font qu'un juge va juger un combat. Quels sont les critères et quel est l'ordre de ces critères? Il y en a trois et ils sont dans l'ordre. L'efficacité en grappling, l'efficacité en striking, c'est le premier. Et tu vas voir ça pendant tout le long du combat. Ok. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas définir qui a pris le round, tout simplement. À qui tu vas donner un 10, à qui tu vas donner un 9. Ici, c'est extrêmement dominant d'un côté. Il ne faut même pas que ce soit dominant pendant tout le round. Tu peux me donner un 18. Deuxième critère, c'est l'agressivité efficace. Ok. Donc, c'est pas juste l'agressivité de je te fonce dessus et je te touche pas. Sinon, on donnerait les rounds à tous les adversaires d'Adesanya. Euh, c'est c'est l'agressivité efficace. C'est-à-dire, je vais être agressif, mais il faut que derrière, ça marche. Et ça, c'est le critère numéro 2. Tu le vois qu'à partir du moment, et c'est vraiment très important à prendre en compte, tu t'arrêtes sur ce critère, tu commences avec ce critère, pardon, à partir du moment où tu n'as pas su départager les combattants entre striking, qui a dominé dans striking efficace ou grappling efficace. Ok. Donc, on va dire que les deux gars ont mis chacun clairement trois frappes significatives dans le round des deux côtés. Il ne s'est rien passé d'autre. On imagine, hein, c'est quasi impossible, il ne s'est rien passé d'autre. L'un a mis un takedown, l'autre a mis exactement le même takedown. Le round fini, eh ben, tu regardes à ce moment-là qui a eu l'agressivité la plus efficace. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, même si là, tu ne sais pas les départager, et franchement, c'est quasi impossible quand tu suis ce procédé, là, tu regardes le contrôle de la cage. Et le contrôle de la cage est défini par plusieurs points. Donc par la gestion de l'espace, la gestion de la direction du combat. Et donc voilà, et ton placement, on va dire, dans ton placement et tes déplacements dans la cage. Et encore une fois, c'est pas spécialement celui qui avance. Et c'est ce qui fait la beauté de nos sports, justement. C'est qu'on n'est pas dans d'autres sports, on va pénaliser celui qui boxe en reculant. Encore une fois, on s'arrête sur le dernier critère, le cage control, vraiment à la fin, quand on n'a pas su départager par rapport au striking et grappling efficace, par rapport à l'agressivité efficace. Là, on s'arrête sur le cage control. Et crois-moi, ça arrive très rarement. Pour revenir à ce combat, je te cache pas que quand je l'ai vu en live, et pourtant j'étais pour Sean O'Malley, à la fin du troisième round, il y avait Mofsar à côté de moi et je lui dis que ouais, je pense que Peter Yan a pris le combat. Ce que je trouve surprenant dans ce combat, c'est que tout le monde s'arrête sur le premier round. Moi, ce qui a fait en sorte que je pensais que Peter Yan avait gagné, c'était justement le troisième. Le deuxième, il est clairement pour Peter Yan. Le premier, il est clairement pour Sean O'Malley. Et le troisième, en regardant le combat, enfin, en étant dedans et tu vois,
J'ai pas mon œil à ce moment-là de juge, je suis totalement concentré sur les critères ou quoi que ce soit. Je pensais qu'il avait perdu. Et après, ce qui m'a surpris, c'était la réaction de tout le monde par rapport au premier. Donc, en gros, et c'est vrai que par la suite, moi-même, quand j'ai revu le combat justement avant qu'on fasse ces vidéos, et j'ai réalisé que le troisième, effectivement, était pour Sean O'Malley. Et ce qui me surprend, c'est les réactions de tout le monde par rapport au premier. Mais évidemment, avec ces critères-là, si on les prend avec des critères d'il y a 10 ans où on va donner le round à celui qui a scoré un takedown, c'est clair que c'est pour Peter Yan. Mais ces règles ne sont plus ça, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui aurait pu tuer le sport. Parce qu'à ce moment-là, même les strikers seraient devenus Hmm. des Jordan Burroughs qui font des double legs juste pour gagner le round. Il y a une différence entre mettre un double leg et prendre quelqu'un et le slammer. Au niveau de l'efficacité du striking, Sean O'Malley était au-dessus. Et il n'y a pas eu d'efficacité de grappling de la part de Peter Peter Yan. Yan. Et c'est pour ça que justement, 2 juges sur 3 n'ont pas attribué ce round à Peter Yan, basé sur ces critères, tout simplement. Donc là, à partir du moment où on s'est départagé à ce moment-là, on va même pas voir le reste. Du coup, pour toi, Tarek, cette victoire de Sean O'Malley est méritée. Il mérite effectivement aussi d'intégrer le top 5. Hein. Là, il vient de s'imposer contre le challenger numéro 1, ex-champion de la catégorie, ex-champion intérimaire de la catégorie aussi. C'est quoi le futur pour Sean O'Malley? Title shot ensuite face à Aljamain Sterling? Ou est-ce que tu le vois peut-être prendre encore un petit combat avant pour prendre un petit peu plus d'expérience en sachant que c'était la première fois qu'il affrontait et qu'il battait aussi pour le coup un adversaire du top 5 chez les poids coqs? Pour le divertissement, je le mettrais contre Corey. C'est les 2 plus grands de la KT, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui est dans le même gabarit. Lui-même, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce combat, c'est qu'il vient de gagner. Il n'a pas commencé à sauter, crier dans tous les sens. Et de toute façon, lui-même, quand il met des highlights, ben, il reste hyper calme. Et moi, j'aime beaucoup son attitude à ce combattant. C'est un combattant qui a du style. Moi, j'aime beaucoup ça. Les combattants qui ont du style euh, quand ils combattent, surtout quand ils combattent, parce que moi, le reste, je m'en fous un peu. Et quand je dis du style, c'est pas spécialement la chevelure mauve. Je parle de sa manière de combattre, son attitude et sa technique. Parce que la technique toute seule, ben, le mec peut même paraître ennuyant, mais lui, c'est vraiment un combattant qui est beau à regarder. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, c'est sa personne et la technique en même temps, dans la cage. Donc, c'est l'artiste qui s'exprime. Et McGregor avait ça aussi, évidemment. Floyd avait ça beaucoup en anglaise. Mike Tyson, évidemment, plein d'autres. Anderson Silva. Et lui, il fait partie de cette trempe-là. C'est juste que là, il fallait qu'il prouve. Et comme ça, un mec qui est déjà riche, bah, il s'en foutait un peu de devoir monter le ranking ou de prouver. Et là, évidemment, il a surpris tout le monde en acceptant le combat. Il a surpris tout le monde, j'imagine, pendant le combat. Mais la vérité, c'est même dommage qu'on n'ait pas fait une vidéo juste avant parce que c'était pas surprenant par rapport à ses feintes, à ses déplacements, à sa gestion de la distance. Pour moi, il est au-dessus au niveau du striking par rapport à Sandhagen. Sinon, au niveau du ranking, au niveau euh, pour le rapprocher du titre contre Merab, s'il fait une belle performance contre lui et qu'il le domine, ben là, même pour lui, il se sentira plus qu'il est prêt. Si je dois faire un move de matchmaker, je dirais lui contre Corey. Si je dois faire un move de Dana White, je le mettrai directement pour le titre tant qu'il perd pas, qu'il est dans sa vibe. Sinon, pour sa carrière, si j'étais son manager, je le mettrais contre Merab. Et ça s'annonce super intéressant. Avant le combat entre Peter Yan et Sean O'Malley, Dana White avait dit que le vainqueur prendrait son title shot ensuite contre le vainqueur de Sterling Dillashaw. Sterling s'est imposé contre Dillashaw, il conserve sa ceinture. Mais apparemment, en conférence de presse d'après-combat, Dana White a dit que peut-être qu'Henry Cejudo va débarquer ou plutôt faire son retour à l'UFC et du coup on aurait peut-être droit à un Sean O'Malley, Cory Sandhagen. Si c'est le cas, je signe des 2 mains parce que c'est 2 strikers extrêmement agréables à regarder. En plus, comme tu l'as dit, ils ont tous les deux la même taille, 1m80, on dirait même pas des poids coqs en vérité. En tout cas, c'est vrai que qu'on estime que Sean
mérite cette victoire ou pas, il a prouvé qu'il avait sa place dans le top 5. Il a quand même tenu la dragée haute à Peter Yan, qui est un tueur, l'un des poids coqs les plus effrayants du game, et encore une fois un ex-champion de la catégorie. Merci beaucoup Tarek d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est la première fois qu'on faisait ce genre de podcast avec Tarek. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas non plus à le suivre. Tarek, vous avez pu vous en apercevoir, il est brillant. Je mettrai bien sûr son compte Instagram dans la description. Allez vous abonner en masse. Tarek, bonne soirée, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.